Bonjour à tous, je vais vous présenter donc la revue d'actualité du mois de février. On va commencer donc comme d'habitude par les failles et les différents bulletins des éditeurs. Comme d'habitude, on va commencer par Microsoft. Pas mal de bulletins ce mois-ci, donc publiés le deuxième mardi du mois de janvier, puisque au mois de février, ça sortira ce soir vers 19h à peu près. Pas de vulnérabilité pour Edge, étant donné que Edge est désormais, a changé de moteur et passé sous Chromium. C'était déjà le cas le mois dernier. On va passer aux vulnes, disons, intéressantes de cette édition. Et la grosse vulnérabilité dont tout le monde a parlé, c'est Curveball. C'est une vulnérabilité qu'on avait déjà évoquée le mois dernier, identifiée par la NSA, qui concerne donc le mécanisme qui garantit la validité de la signature d'un certificat ECC, donc lié à la cryptographie basée sur les courbes elliptiques. Ça va permettre d'usurper une chaîne de certificats X509 valide. Et pour ça, il y a un code d'exploitation qui a été disponible, qui a été mis à disposition. En termes d'attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut héberger un faux site qui utilise un certificat qui paraît valide pour un navigateur, pour un utilisateur. Ou signer un exécutable, exactement. Ou un PowerShell, ou un VBS. Exactement. Il y a eu aussi des correctifs côté navigateur, où Mozilla et Chrome ont corrigé des vulnérabilités. Exploit disponible, c'est juste 3 lignes d'OpenSSL, c'est pas un truc hyper compliqué. Ça reste un code d'exploitation. Mais voilà, c'était la très grosse vulnérabilité dont tout le monde a parlé, notamment du fait que ce soit la NSA qui la remonte, avec évidemment la possibilité qu'ils exploitaient la vulnérabilité à de nombreuses reprises avant de la publier ouvertement et de passer un petit peu pour des anges gardiens. Ça c'est quand même compliqué parce que c'est vraiment pas discret à exploiter. Donc il y aurait eu des traces. Typiquement le certificat, entre les certificats de transparency, les caches et tout, ça se serait vu. L'exécutable avec tous les condensats, les traces et tout, ça se serait vu. Moi, ma théorie perso, c'est qu'elle leur servait strictement à rien, donc c'est pour ça qu'ils l'ont publié. Possible, effectivement. C'est pour se donner une image. Aussi, c'est ça. C'est ça. Mais je crois qu'ils. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ils avaient nommé ça genre opération nouvelle image ou opération. Voilà. Pour 10 OD trouvés, un OD offert. C'est ça. Et la deuxième vulnérabilité qui cachait la première, c'est une vulnérabilité sur RDG, Remote Desktop Gateway. Un composant lié au module de bureau à distance et qui va permettre, via cette vulnérabilité, de prendre le contrôle d'un système à distance sans authentification et ça ne touche que des versions de Windows Server. Donc c'était les deux grosses vulnérabilités qui ont marqué l'actualité. Celle-ci s'est moins fait ressentir parce qu'on parlait tous de l'autre et de la NSA derrière. Malgré tout, elle était très très intéressante. Et puis ensuite, on va avoir plutôt des patchs classiques sur des composants habituels, Media Player, Graphics Component qu'on voyait tout à l'heure, différents éléments. Je vais passer parce qu'il y en a beaucoup. Du Office, comme on en voit tous les mois. Et on passe un petit peu sur des choses un petit peu différentes. Sur la vulnérabilité Remote Desktop Gateway, on a eu un premier exploit qui permet uniquement un déni de service. On a eu un autre exploit qui permet une élévation de privilèges et qui est lié à une vulnérabilité qui avait été corrigée en 2019, si je ne dis pas de bêtises. On a également un autre exploit qui a été publié dans le courant du mois, pour cette fois-ci une vulnérabilité qui permet la prise du contrôle du système à distance et la manipulation de données. On va être en mesure d'écrire des fichiers arbitraires sur le système et notamment dans le dossier de démarrage pour ensuite exécuter du code au redémarrage. Voilà une autre vulnérabilité également pour laquelle un exploit est disponible pour Windows 10. On a une 0-day qui a été publiée pour IE, donc toujours pas de correctif de la part de Microsoft.
c'est lié voilà, donc à une erreur dans la gestion des objets en mémoire dans le moteur de script. Et donc ça permet une prise de contrôle du système à distance. Microsoft a annoncé dans le cadre du Patch Tuesday donc de janvier qu'ils allaient publier en mars une mise à jour d'Active Directory qui sera publiée donc en mars et qui va potentiellement entraîner des incompatibilités avec des applications sur le système d'information. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, ils ont appris ou découvert une vulnérabilité dans la configuration par défaut d'Active Directory via deux paramètres qui sont activés par défaut, qui s'appellent LDAP Channel Binding et LDAP Signing, qui sont désactivés par défaut. Et le fait que ce soit désactivé par défaut, ça peut permettre une attaque de type man in the middle pour intercepter une requête d'authentification. Donc, ils vont activer par défaut ces deux options et ça risque de générer des incompatibilités auprès d'applications du SI. Et donc pour ça, il y a un chercheur qui s'appelle Kevin Beaumont, qui est assez connu dans la communauté, qui a mis en place une procédure pour tester si ça aura des impacts dans la compatibilité. Donc je vous invite à la lire. On continue donc cette fois-ci sur des aspects plus système. Une vulnérabilité sur OpenBSD dont on a déjà entendu parler, mais cette fois-ci on a le code d'exploitation qui est disponible. C'est une vulnérabilité dans OpenSMTPD. Et en fait, via un mail avec du code shell dans le champ mail from, on peut exécuter du code arbitraire. On a également une vulnérabilité qui a été corrigée ce mois-ci, enfin en janvier, dans le cadre du CPU d'Oracle, qu'on verra tout à l'heure, dans Solaris, ce qui est plutôt rare, et qui permet un dépassement de temps. Je ne connais pas OpenSMTPD. C'est un remplaçant de quoi? De Postfix, donc c'est un serveur SMTPD. C'est un dérivé de Postfix ou c'est quelque chose qui avait été réécrit par des gens d'OpenBSD? Réécrit comme ils ont l'habitude de le faire, donc personne s'en sert. Il y a combien de SSH qui utilisent? Ok. Ça répond à ma question, merci. Moi je connais personne qui l'utilise, hein, c'est Postfix. Moi non plus, puisque je ne connaissais pas. La question après, c'est surtout Solaris, il y a encore des gens qui utilisent ça Bien sûr, il y a même des systèmes critiques qui tournent encore sous Solaris. Oui, alors il y a des systèmes critiques qui tournent sur Solaris, mais normalement il n'y a plus de mise à jour de Solaris. non. Solaris n'existe plus. Ça fait longtemps. Visiblement, il y en a eu une par Oracle. Non, mais des vulnérabilités. Non, mais elle a été corrigée. Oui, mais des vulnérabilités corrigées parce qu'il y a du Solaris en prod. Oui, mais c'est comme si je te disais, on trouve des vulnes sur Windows XP. Oui, mais Windows XP n'est plus maintenu. En théorie. Non, pas en théorie, c'est plus maintenu. Maintenant, sur certains patchs, enfin sur certaines vulnes, l'éditeur qui a des clients trouve important de sortir un patch correctif spécifique. Ok. Mais l'OS n'est plus maintenu. On poursuit avec d'autres logiciels. On a donc des vulnérabilités dans Samba qui ont été identifiées. Un exploit sur Centreon. Donc il y avait un défaut de contrôle. Il y avait différents problèmes en fait. Et puis on va avoir une vulnérabilité dans GitLab aussi, qui est cette plateforme qui permet de gérer du code, une plateforme de code source en interne. Et il y avait différentes erreurs dans les fonctionnalités d'import par exemple, qui permettaient de récupérer des informations sensibles. Côté Chrome, on a eu 38 vulnérabilités corrigées, donc voilà, beaucoup de choses. Côté Jenkins, 9 vulnérabilités. Django, 1 vulnérabilité. Il y a eu beaucoup d'activités ici. Aussi une vulnérabilité assez intéressante côté PHPMyAdmin, une injection SQL au sein de la page des comptes d'utilisateurs, avec un code d'exploitation qui est mis à disposition. Il y a eu une nouvelle encore vulnérabilité sur les processeurs Intel. Donc elle s'appelle Cacheout L1DES et une autre qui s'appelle VRS. C'est une variante, une énième variante de Spectre, de Meltdown, de Foreshadow, Thunderbolt, TAA et MD7. Maintenant, il y en a plein en fait. En fait, on a l'impression qu'à chaque fois que Intel corrige,
une vulnérabilité, il y a des chercheurs qui vont essayer de comprendre ce que Intel a fait pour corriger la vulnérabilité et trouver des biais dans la mitigation apportée pour trouver un autre moyen d'exploiter les mêmes vulnérabilités ou le même concept de vulnérabilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très très technique, notamment le deuxième qui joue sur des registres vectoriels dans le processeur. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de correctif encore disponible pour le moment. Il y a également une autre vulnérabilité avec un joli nom qui est sorti qui s'appelle Surfing Attack. Ici, l'idée, c'est d'exploiter les assistants vocaux à partir d'ondes ultrasonores. Donc c'est assez particulier. Il faut utiliser ce qu'on appelle un transducteur piézoélectrique pour envoyer des ondes sonores sur un objet qui va réfléchir les ondes auprès du téléphone, du téléphone, ou de l'objet sur lequel on souhaite exploiter un assistant vocal. Et donc ça permettrait entre autres de passer des appels frauduleux, de récupérer des codes SMS d'authentification, voire d'interagir avec d'autres appareils de la victime, par exemple du AirPlay ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant, ce qui m'a fait sourire un petit peu, c'est les recommandations qui sont proposées par les chercheurs. Donc la première, c'est d'être vigilant quand on met son téléphone sur une table, de réduire la surface de contact entre le téléphone et la table et de placer un objet mou en dessous du téléphone pour éviter les... C'est bien des chercheurs. Oui, du coup, il y a des coques qui doivent pouvoir faire ça. Mais en fait, potentiellement. il suffit de réduire le spectre d'audition parce que en fait, là, ça prend de 20 à 20 000 Hz, j'imagine, le micro, voire plus. Il suffit de réduire sur de la vraie voix humaine et tout ce qui est ultrasonore ne passe plus puisqu'il n'y a aucun humain qui parle en ultrasonore. Mais bon, ça apparaît pas, bien sûr, c'est trop simple, tu vois. Je vais bosser chez Google, je vais changer tout ça. Donc voilà, la prochaine fois que vous avez un utilisateur complètement lambda, complètement vous lui envoyez ça, il va être content. ignare de comment sécuriser son ordinateur, vous lui dites juste, mets pas ton téléphone sur la table, garde-le dans ta poche. Voilà. L'onde ultrasonore fonctionne dans ta poche, c'est le piézoïdal là qui ne marchera pas. Mais si j'envoie de l'onde ultrasonore que toi tu n'entends pas, ça ne marchera pour ton assistant vocal. Ouais. Non, parce que je l'ai désactivé. Les assistants vocaux, c'est un peu tout. C'est les téléviseurs, les enceintes connectées, etc. Oui, c'est plein de choses. On peut poser l'enceinte connectée sur une table, par exemple. Après, il disait qu'on pouvait mettre une surface en dessous du... Enfin bon, ça reste un peu compliqué. On poursuit la grosse vulnérabilité qui a beaucoup marqué le mois de janvier, c'est évidemment la vulnérabilité qui concerne Citrix, qui concerne les produits Netscaler, entre autres, Citrix ADC, Gateway, Netscaler. Il y a enfin un correctif qui a été mis à disposition à la fin du mois de janvier. Il y avait un exploit qui était disponible depuis le 13 janvier à peu près, et il y avait des recommandations qui étaient mises à disposition par Citrix, qui étaient plus ou moins Des règles de WAF. Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'elles étaient facilement contournables. Exactement. Donc il y a beaucoup d'attaquants qui ont exploité ces vulnérabilités pour s'introduire sur les systèmes d'entreprise. FireEye et Citrix ont publié un outil pour détecter si son système était compromis ou non. Et voilà, le CRTFR avait aussi émis une alerte à ce sujet. Alors, tu mets Shodan, mais Onif, qui est français, qui est maintenu par Patrice Offray, Gomorre sur Internet, a pas mal donné d'infos sur les systèmes impactés. Absolument. Et d'autres infos que Shodan. Complètement. Sur WhatsApp, il y avait également un bug qui permettait d'accéder au système de fichiers local. C'est uniquement sur iPhone et c'est lié à l'appareillage entre l'iPhone et un système desktop type macOS ou Windows. On passe au patch Oracle. Donc le patch Oracle, c'est une fois tous les 3 mois et c'est énormément de vulnérabilités qui sont corrigées d'un coup pour énormément de produits.
Donc là, il y avait 334 vulnérabilités, donc 43 critiques. Donc ce que j'appelle des critiques, c'est des CVSS supérieurs à 9, dans plein de logiciels différents, dont du Oracle WebLogic, qui est le serveur applicatif d'Oracle. Et en parallèle de ça, on a eu un exploit pour une vulnérabilité au sein d'Oracle WebLogic, une vulnérabilité qui avait été corrigée en juin de l'année dernière. Côté antivirus, j'aime bien cette catégorie parce que justement c'est assez drôle. C'est censé être des produits qui nous aident et en fait c'est pas le cas, ou pas toujours le cas. Donc on a eu un exploit sur des produits F-Secure qui permet de prendre le contrôle d'un système à distance à cause d'un dépassement de tampon. Et puis un autre exploit, cette fois-ci chez Trend Micro, donc rien chez Kaspersky ce mois-ci. Et ici, voilà, en créant une clé de registre spécifique, on est en mesure d'exécuter un binaire avec des privilèges système. C'est une vulnérabilité, ou c'est une backdoor? Ils n'étaient pas au courant. C'est Voilà. nul. Si ça avait été des Russes, ça aurait été autre chose. Ouais. On poursuit avec Cisco, côté réseau. Donc ici, il y a eu 36 vulnérabilités sur 22 produits. Donc vous avez la liste des produits vulnérables à droite. Il y a une vulnérabilité critique au sein de Cisco Firepower. On peut contourner l'authentification et exécuter du commande à distance à partir de requêtes LDAP spécifiquement conçues. Et en parallèle de ça, il y a un éditeur qui s'appelle Aramis, je crois, qui a publié le résultat de ses travaux. Donc c'est 5 vulnérabilités qu'ils ont appelées CDPwn, qui touchent le protocole Cisco Discovery Protocol, et qui permettent une RCE depuis un réseau local sur différents Cisco iOS, je crois, iOS XR, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça dépasse le réseo local parce que j'ai vu des clients où le CDP était activé en frontal d'internet. Alors il y a quand même des contraintes pour l'exploiter, mais Bon. c'est un client dont je t'ai parlé tout à l'heure par exemple. D'accord. Et chez les opérateurs aussi. Internet, c'est un grand réseau local. Chez les opérateurs, c'est pas normal parce qu'ils gèrent, Pardon. ils gèrent leur box, etc. en réseau local. Par contre, chez les autres, c'est pas normal. Mais opérateur pro. Il y a des box pro. Oui, mais pas avec une box. Et puis on a également 3 exploits qui sont sortis pour Cisco DCNM. Donc DCNM, ça doit être Data Center. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je l'ai plus. Data Center Network Manager, sans doute. Une vulnérabilité assez marrante sur le cloud, c'est des chercheurs de Checkpoints qui ont essayé de chercher des vulnérabilités sur Azure, et ils en ont trouvé. Ils ont trouvé un vol d'informations. Enfin, ce qu'ils appellent un vol d'informations, c'est la possibilité de réaliser une capture d'écran à travers un composant qui s'appelle Service Fabric Explorer, et ceci sans authentification. Et puis ils ont réussi à exploiter un service qui s'appelle DWASSVC pour prendre le contrôle d'un système à distance. Donc si vous voulez plus d'informations, vous avez le lien qui est juste là. Côté Android et iOS, donc on a eu pas mal de choses chez iOS. Et chez Android, donc 25 vulnérabilités, dont une dont on a entendu parler ces derniers jours. Il y avait une vulnérabilité au sein de Bluetooth qui permettait une RCE à distance sans authentification et sans interaction utilisateur, à partir simplement d'une adresse MAC sur Android 8 et 9. Donc mettez à jour votre Android, si vous le pouvez, Quand c'est possible. quand c'est possible. Couper le Bluetooth. Ou couper le Bluetooth, c'est une autre solution. On passe à la deuxième partie de la présentation. Sur les malwares, alors il y a eu beaucoup de Ryuk et de Maze. Ryuk, donc c'est un ransomware associé à la Corée du Nord. Ils ont découvert qu'il était capable d'utiliser la fonctionnalité de Wake on LAN qui permet d'allumer des appareils sur le réseau. Donc voilà. Côté Maze, on a... donc Maze, c'est un ransomware dont le groupe d'attaquants publie les données chiffrées en partie, voilà, un échantillon, jusqu'à réception de la rançon. Ça permet de récupérer les données. Oui, Pourquoi ils ont ton backup? c'est ça. pratique.
Et il le publie sur Maze News. Mazenews.top. Ouais, c'est ça. Finalement, tu payes pas, t'as l'info. Et en fait, si tu publies pas au bout d'un certain temps, sur leur site, ils publient la totalité des données de Ouais, bah l'entreprise. c'est ça. ça, faut pas payer du coup. T'as un backup. T'as vu le nom de l'entreprise là au milieu là vous marquez où, Bouygues en bas? En bas. Ouais, Voilà. Vraiment, quels sont les bâtiments un peu sensibles qui sont construits? ça peut être informatisé, ce genre de choses. Donc, entre autres, il y a effectivement le groupe Bouygues Construction, vous avez tous entendu parler, qui a été impacté par le ransomware Maze le dernier jour du FIC, donc probablement le 31 janvier ou le 30, avec une rançon de 10 millions d'euros et 700 Tera de données bloquées. Donc d'après, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est d'après des journalistes, le retour à la normale serait estimé donc, dans 4 à 6 semaines. Est-ce qu'on sait le nombre de données exfiltrées? Parce que tu as lu des trucs aussi. Là, bloqué, ça veut dire chiffré chez Bouygues. Ouais. Est-ce qu'on sait combien ils ont exfiltré Je sais pas s'ils ont vraiment... Si, il y a quelques. Enfin, je pars du les principe Atas, qu'ils tiennent leurs engagements, c'est des mecs fiables chez Maze. Ah oui, Il y a Zatas quel- avait des infos. Il y a quelques dizaines de gigs, mais par contre sur le site ils ont publié genre 3-4 Oui, c'est gigas. un petit teaser. Et c'est que des données merdiques en plus. Mais par contre ils ont piqué pas mal de données et voilà. Après Bouygues ne souhaite pas communiquer plus sur ce qui est. Non, mais c'est pour ça, moi j'ai lu 2-3 papiers, mais c'est souvent du grand public, tu vois, dans Silicon, donc c'est difficile de. Mais il y a quelques gigas qui ont fuité, mais pas assez de ça. Non, ouais. Ah oui, c'est ça, je me disais, putain, ça fait combien de temps qu'ils étaient là? En fait ils sont pas si longtemps que ça, et très rapidement ils sont passés de décès en décès et ils ont éclaté. C'est ça, en fait, ils sont d'abord introduits dans le système avant d'ensuite d'activer le Il faut ransomware. rappeler, c'est toujours les mêmes problèmes là. Attends, faut être. Altran, Non, faut Attention, l'amalgame. faut expliquer quand même. Parce que Saint-Gobain. le RSS, oui alors Saint-Gobain c'est aussi particulier, mais Mais non, Bouygues mais Construction c'est Bouygues Construction, c'est du BTP. oui, Le mais RSSI, ce qu'il ne faut pas il y oublier, avait pas c'est que beaucoup de tous ces moyens. gens-là, pourquoi ils ont des problèmes? Il n'y a pas beaucoup de moyens. Non, mais Peut-être, je ne les connais pas du tout, Bien je sûr. ne juge pas. c'est les gens pour qui la Le sécurité c'est pas la problème, priorité. c'est toujours le même. C'est la sauvegarde en ligne sous Windows. Donc, quand tu as un rançongiciel qui attaque Windows, bah, peut-être faudrait enfin que les gens réalisent que la sauvegarde en ligne sous Windows ou avec un robot de sauvegarde sous Windows, ça n'est pas une bonne idée. C'est tout bête. C'est hyper simple. C'est-à-dire, s'ils faisaient au moins la sauvegarde sous Linux, moi je n'ai pas encore vu de rançongiciel qui attaque simultanément Windows et Linux. Enfin, En fait le Ça, problème on c'est que pourrait l'imaginer. ou alors vous faites les sauvegardes en ligne. là tu parles de cas différents. Saint-Gobain c'était pur vert autonome. Dans ces cas-là, il y a des gars derrière qui font de la prise d'information et qui quand ils ont toute l'info et sont sûrs de tout éclater, envoient le rançongiciel. C'est pas la première fois. Ce que je veux dire c'est que les mecs auraient vu qu'il y avait une sauvegarde sous Linux et auraient éclaté les serveurs Linux. Oui. Enfin, la probabilité, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu. Enfin, sur un pentest, en 5 jours, on est capable de le faire. Alors, t'imagines des mecs qui sont là depuis des semaines. Oui, alors tu veux dire ce qui est. Sachant que sur 5 jours, eux, ils Le ont pas problème, un c'est rapport qu'ils n'aient pas à faire. détecté Ils le ont pas fait d'essai qu'ils de soient présentation à compromis. faire. Allez, quel Jekyll, on va continuer. Ouais. Bon, il y a d'autres ransomware qui font un peu la même chose, qui Enfin, je qui rappelle quand même publient que les également. immeubles qui construisent sont entièrement informatisés, hein, et ce pour leur durée de vie qui est censée être 50 ou 100 ans. Donc imaginez-vous si c'est la même chose qui est mis dans les immeubles intelligents. Est-ce que quelqu'un peut rebooter Hervé Schauer, s'il vous plaît? Et des immeubles qui fonctionnent avec Windows XP, c'est ça? Ah oui. On poursuit avec donc on finit un petit peu avec les malwares. Emotet, qui est le botnet le plus utilisé pour la distribution de malware, qui représente quand même 20% d'incidents, d'après une société qui a fait un rapport dessus. Il y a le CERT japonais, je crois, qui a publié un tool pour Oui, checker si absolument. En gros, s'il est là, mais que tu t'es pas encore fait chiffrer, sinon je pense que tu as pas besoin de tes trucs, au courant. Oui, je l'ai vu effectivement passer, mais c'est vrai que je l'ai pas ajouté. Il y a M6 qui a publié les détails de la cyberattaque qu'ils avaient vécue. Notamment, ce qu'on apprend, c'est qu'ils avaient activé des cloisons entre les différentes composantes du réseau pour essayer de limiter les impacts de chiffrement à travers le réseau. Et puis, ils traitaient l'actu avec une connexion 4G jusqu'à reprise, jusqu'à remise sur pied du réseau. Et est-ce qu'on sait comment c'est rentré? Parce que je vais lire le papier, du coup. En fait, t'as pas mis le bon nom, par contre.
Ah, zut, mauvais copier-coller. C'est un copier. Mais bon, ça se retrouve. Mais j'aurais peur de dire une bêtise. Un fait intéressant, sur le site weather.com, donc météo, il y a eu une campagne de malvertising. Et donc, il y a des milliers d'utilisateurs qui ont été redirigés vers des mauvaises pages pendant plusieurs mois. Donc, c'était des pop-ups sur les écrans des téléphones. Ça apparaissait très rarement pour pas que ce soit visible et pas détecté. Et ça permettait à l'attaquant de récupérer pas mal d'informations personnelles, d'installer des malwares sur les téléphones, de charger du phishing, ce genre de choses. Comme quoi, même les meilleurs se font avoir. Microsoft a annoncé avoir eu un problème de sécurité sur une instance Elasticsearch qu'ils hébergeaient chez eux. Elle était accessible sans authentification et il y avait des échanges depuis 2005 entre le service support de Microsoft et des clients qui étaient exposés sur cette plateforme libre à n'importe qui. Sur la partie hack 2.0, on a Twitter qui a révélé que son API avait été exploité pour obtenir des numéros de téléphone associés à des comptes. Donc il y a 17 millions de comptes qui ont été impactés. Il y a le téléphone de Jeff Bezos, qui est le CEO d'Amazon, qui aurait été piraté par le gouvernement saoudien. Donc en fait, ce serait un malware aux fonctionnalités avancées qui aurait été déployé par l'intermédiaire d'une vidéo permettant d'exploiter une vulnérabilité dans WhatsApp. Et c'est ce qui aurait ensuite amené au divorce de Bezos. Parce qu'il y a eu des fuites de données de son téléphone, dont des photos. C'est ça. Et étonnamment, son divorce, quelques jours après, il y a eu des échanges avec le Saoudien là, qui ne voulait pas que... parce que Bezos possède, je ne sais plus quelle chaîne américaine. Il possède le Washington Post. Ouais, le Washington Post, pour lequel bossait le mec qui s'est fait découper. Là, Khashoggi. oui, voilà. Il est marqué quelque part. Là, hop. Khashoggi. Et donc en fait, je crois qu'il ne voulait pas que le mec témoigne dans le Washington Post. C'est ça. Il a fait un pseudo-chantage à Bezos. Et punition, il a publié les photos de sa tromperie. C'est ça. D'où divorce. J'aimerais bien que Bezos réponde. On verra. Bezos, il a publié. Non, mais il a des milliards, il peut embaucher des mecs pour répondre. Mais alors, il y a. Pour réponse en mode. Il y a des gens qui contredisent un petit peu cette version, notamment parce que les photos de Bezos qui ont été transmises au journal The Inquirer ont été envoyées apparemment par le frère de sa nouvelle copine. Et elles auraient été données au frère par la sœur, donc par elle-même. Donc c'était peut-être, en fait, il y a peut-être un autre motif ou autre chose qu'on voit pas, et peut-être qu'en fait tout ça c'est construit à partir de. Le rapport qui a été fait par Forensic sur le téléphone, mais tu vois quand même, quand tu lis le rapport, il se base essentiellement sur le trafic du téléphone, et ce qu'il dit c'est qu'avant cette vidéo, il y avait un trafic normal et pas énorme, et au moment où cette vidéo a été vue sur le téléphone de Bezos, tu as un pic de consommation réseau jusqu'à des gigas, et puis après plus rien. Ouais. Et il pense que la boîte c'est celle qui attaque tous les défenseurs des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Et qui sont fait découvrir par Citizen Lab. C'est NSO. Ah oui, NSO Group. C'est ça, oui. Effectivement. On parlait des antivirus tout à l'heure. Apparemment, il y a des pirates chinois qui auraient exploité une vulnérabilité, une 0-day, dans Trend Micro pour compromettre des systèmes chez Mitsubishi Electric, donc un industriel japonais. La vulnérabilité a été corrigée en octobre et l'incident il a eu lieu donc en juin de l'année dernière et il y avait pas mal de données compromises, notamment des données des internes, des données de candidats et puis voilà, principalement. Donc c'est affilié a priori au gouvernement chinois qui avait déjà ciblé le secteur industriel japonais. On a une fuite de données de millions de cartes de paiement aux États-Unis dans les stations-service qui s'appellent Wawa. Donc en fait, si vous avez été aux États-Unis, que vous êtes arrêté pour faire le plein d'essence dans l'une des 850 stations durant les 9 derniers mois, votre carte a été compromise. On a également les Nations Unies qui ont été victimes d'une attaque informatique via une vulnérabilité SharePoint. Alors ici, c'est assez intéressant.
En fait, c'est Avast, que vous connaissez tous, qui est un logiciel antivirus. Avast disposait d'une filiale qui s'appelle JumpShot. Et en fait, si vous disposiez d'une extension proposée par Avast gratuitement pour savoir si un site est sécurisé ou non, en fait, Avast récupérait toutes les informations que vous faisiez sur le site, donc la moindre recherche, le clic, achat, etc., pour ensuite revendre ces informations à différents clients, dont Google, par exemple. Donc, ce qui a été entrepris, c'est notamment la fermeture de la filiale par Avast. Néanmoins, il continue de collecter les données si vous avez la version gratuite du logiciel. Et en plus de ça, on a Google et Mozilla qui ont supprimé toutes les extensions Avast de leur store d'applications, d'extensions de navigateurs. Moi j'aime bien parce qu'ils ont démenti dans les réseaux sociaux, quoi. Je veux dire, comme ça, en disant ah non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est vraiment idiot, quoi. Ils n'allaient pas dire oui, c'est vrai, on est des nuls. Tout le monde fait ça. C'est le dernier qui parle qui a raison. C'est ça. Non, ils ont démenti en disant non, on vous rassure, on n'a pas fait ça du tout. Mais on supprime l'extension. Au cas où. Côté publication, on a l'ANSSI qui a publié un rapport sur l'état de la menace tronçongicielle et il différencie 3 types de campagnes, donc des attaques absolument non ciblées, donc c'est complètement opportuniste, on envoie en masse des mails et puis on essaie de voir si quelqu'un cliquera sur une pièce jointe. On va avoir des campagnes massives mais automatiques, donc type WannaCry, où là on exploite une vulnérabilité, donc c'était sur RDP, pour ensuite publier du ransomware. Et puis on a ce qu'ils appellent le Big Game Hunting, qui consiste dans une attaque ciblée et sophistiquée, de d'abord s'introduire sur le SI, par exemple avec du RDP encore. Ensuite, on explore le réseau et ensuite, on va déclencher le ransomware qui va chiffrer les données les plus importantes. Il note aussi la nouveauté, c'est qu'il y a des assurances qui proposent de rembourser le coût de rançon de l'attaque. Néanmoins, en faisant ça, en fait, il favorise le jeu des attaquants puisqu'il suffit juste que les attaquants mettent des rançons plus chères qui seront remboursées par les assurances. Donc ça aide en fait pas vraiment ça nuit pas vraiment aux attaquants. Et si on regarde un petit peu la recommandation principale de l'ANSSI là-dessus, c'est simplement de disposer d'une meilleure politique de mise à jour des logiciels. Au passage, ça ne veut rien dire, inférieur au coût de revenus de service du SI. Ça, c'est ce que vendent des assurances. Mais de toute façon, il faut remettre en service le système d'information. On va vérifier qu'il n'y a pas d'autres malwares dans le réseau, etc. S'ils te donnent la clé pour $600. Une fois que tu as déchiffré, de toute façon, après, il faut que tu remettes ton système en état. Non, tu le laisses tel quel, et puis 6 mois après, Tu le laisses couer et avec le malware. pour $600 à nouveau. D'accord. C'est un abonnement, c'est en mode SaaS. C'est en mode SaaS. C'est cellule de crise en mode SaaS. On continue. On a eu aussi une autre vulnérabilité avec un nom qui s'appelle Cable Hunt, qui permettait de prendre le contrôle de 200 millions de modems câbles sans s'authentifier. Donc là, c'était des vulnérabilités qui ont été identifiées dans plein de modèles de routeurs. Et il y avait entre autres donc, un manque de contrôle sur des requêtes WebSocket qui amenait à un dépassement de tampons mémoire. On a également une liste de 500 000 accès Telnet à des serveurs, routeurs, objets connectés publiés sur Internet, donc avec identifiant et mot de passe. En fait, c'est quelqu'un qui a scanné Internet, qui a regardé où est-ce qu'il y avait du Telnet, qui a essayé de brute forcer les comptes, il a regardé où est-ce que ça marchait, et lorsque ça marchait, il les a ajoutés dans sa liste. Et maintenant, elle est en vente sur un forum. Il y a eu une erreur technique chez Google, où en fait, entre le 21 et le 25 novembre, sur Google Photos, vous pouviez voir potentiellement des vidéos d'autres personnes. C'est quand tu faisais télécharger mes photos, récupérer une photo, tu récupérais celle des autres. C'est ça. Entre autres, peut-être. Ils ont 1 milliard d'utilisateurs, donc il y a des chances qu'ils soient dedans.
Il Publication, y a des ça. gens qui ont publié des photos intéressantes. Ah, tu peux définir intéressant? Non, non, tu peux pas. Ouais, ils prennent contact avec les personnes et demandent un C'est l'image d'Hervé pendant les enregistrements de Côté publication, on a donc l'OCIR et le CLUSIF qui ont publié un guide sur la cybersécurité à l'attention des entreprises et spécifiquement des dirigeants. Je ne vais pas revenir trop là-dessus puisque le sujet a déjà été évoqué par Jean-Philippe tout à l'heure. Côté nouveautés, outils techniques, on a une petite mise à jour de Ping Castle en 2.8. On a Defir Orc, qui est un outil de l'ANSSI pour récupérer des IOC sur un SI, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un No Limit Sécu sur le sujet, je vous invite à l'écouter, c'est très intéressant. Et j'ai vu passer une nouvelle messagerie sécurisée, encore une, qui s'appelle cette fois-ci Session. C'est français? Non, c'est australien. Qui avait fait la présentation technique ici en se comparant à WhatsApp, Signal, Telegram, etc. a gagné le prix du FIC. D'accord, je ne savais pas. On passe. Non, mais comme quoi, passer ici à l'OCIR, c'est un tremplin. Exactement. Donc, j'ai pas vraiment identifié d'aspect sur le business. En revanche, sur la partie droit, j'ai quelques petites choses. Il y a un cabinet d'avocats qui a publié des recommandations concernant la communication de crise en cas d'attaque. Leur principale recommandation, c'est d'avoir une stratégie de communication qui soit définie en amont de la crise pour pouvoir répondre à ces questions, pourquoi on va communiquer, à qui on va s'adresser, etc. Sur la partie plutôt droit, il y a eu 2 mises en demeure de EDF et Engie liées à Linky. Donc, parce qu'ils n'avaient pas forcément demandé, enfin ils n'avaient pas suffisamment d'informations de consentement des utilisateurs pour collecter les données, et il y avait aussi une durée de conservation excessive des données. Et enfin, il y a la CNIL qui a publié un guide RGPD pour les développeurs, donc dans 16 fiches thématiques. Côté international, on a Facebook qui a été condamné une nouvelle fois à une amende pour l'utilisation de la reconnaissance faciale. Donc cette fois-ci, c'est 550 millions, sachant qu'ils avaient déjà écopé de 5 milliards l'an dernier. Et puis, on a 3 membres du groupe criminel Magecart, qui est très connu, qui a attaqué beaucoup de sites de e-commerce et qu'on a compromis beaucoup, qui ont été arrêtés en Inde, ou en Indonésie, pardon. Côté conférences, j'avoue que je n'ai pas rempli, donc je ne sais pas quelles sont les conférences qui arrivent. La GSSI le 10 mars. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Le 1er avril, il y a les GS Days. Et effectivement, oui. Où il y a un programme technique complet. Je sais pas, après le stick. Le stick, c'est un petit peu plus loin. Oui, bah, Et votre compte, c'est du 1er au 4 mars, au 4 décembre à Nantes. D'accord. Ça reboucle. Ok. Et sur les divers trolls, j'ai pas grand-chose. J'ai ça. Donc ici, c'est Kaspersky qui alerte un utilisateur en disant « Attention, votre enfant a fait des recherches sensibles. Il a recherché Online PHP Learning Courses. » Donc on veut surtout pas imaginer ce qu'un enfant pourrait faire avec du PHP. Hidden knowledge. C'est génial. Mais apparemment, c'est les parents qui, du coup, auraient cété un truc. Under your current parental control settings. Je pense que je sais pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour le dire, mais on peut imaginer que Kaspersky a restreint trop de choses et a bloqué sur une recherche un peu trop vague. Et puis le dernier sujet, voilà, c'est un tweet qui m'a fait rigoler. On avait le camion de IBM qui s'appelle le X-Force Command, le Cyber Tactical Operation Center d'IBM Security. Et donc on a désormais le Cyber Emergency Unit d'Orange Défense, le camion d'intervention.
Non. Je disais que c'était pas la taille qui comptait et j'avais mis que le moyen de déplacement des gens compétents, j'ai repris une carte Navigo en mettant le logo de l'ANSI. Ah oui, si, c'est ça que j'ai vu. Oui, il y avait d'autres consultants, d'autres sociétés qui avaient mis voilà, d'autres types de véhicules avec leur le logo de société également. Voilà. Prochain rendez-vous de l'OCIR, c'est donc... Pardon, juste un petit fun fact, je rajoute en troisième parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que toutes les vieilles versions d'Active Directory faisaient des requêtes en envoyant les identifiants à corp.com. Oui, je l'ai vu. Et qu'il y a le propriétaire de corp.com aujourd'hui, il vend le domaine à 1,7 million de dollars et il espère que Microsoft va le racheter. Du coup. Parce que lui, il récupère des identifiants de tous les Active Directory de la planète, parce qu'il y a un vieux défaut de configuration avec corp.com qui doit être, je sais pas, du test ou des trucs. Et le prochain rendez-vous de l'OCIR, c'est le 10 mars. 10 mars prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.